Bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Lechkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi, comment travailler autrement ou faire une reconversion, comment sortir de ta carapace et trouver ta place, Job Révolution est fait pour toi. Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode exceptionnel de Job Révolution avec comme invité Brice Trofardi. Brice a lui-même été en reconversion professionnelle, alors dans un premier temps, il va tout vous dire pour savoir comment trouver un emploi lorsque vous êtes en reconversion professionnelle. Dans un deuxième temps, il va vous livrer ses secrets pour aborder l'entretien d'embauche avec sérénité, mais aussi la recherche d'emploi avec efficacité. Dans un troisième temps, il est expert en recrutement, donc il va vous livrer sa vision des méthodes du recrutement qui vont évoluer à l'avenir, car aujourd'hui, Brice est copywriter et ghostwriter pour les RH et les recruteurs. Et pour finir, je vous livre une petite surprise à la fin de l'épisode. Bonne écoute! Bonjour Brice, bienvenue! Bonjour Stéphie, ça va? Ça va super bien, je suis très contente de pouvoir t'accueillir aujourd'hui et tout particulièrement parce que justement tu as un profil, une histoire et beaucoup de conseils à apporter grâce à ton côté multicarte. Donc avant d'en dire trop, je vais directement te poser la question, qui es-tu Brice? Alors, aujourd'hui, je suis copywriter et ghostwriter. Donc, en gros, je suis créateur de contenu. Je rédige des textes principalement pour mes clients, que ce soit sur LinkedIn, donc des posts LinkedIn, mais également des newsletters, des articles de blog, et puis des livres blancs aussi. Ok. Et tout ça sur une thématique particulière? Oui, j'ai pas précisé, ouais. Mais j'ai aujourd'hui, en fait, maintenant, j'ai 95% de mes clients qui sont dans le secteur RH et recrutement, que ce soit des cabinets de recrutement, des entreprises qui font des logiciels en SaaS, éditeurs de logiciels, et puis des startups aussi. Voilà, tout ce qui gravite autour du RH recrutement de manière générale. Et j'ai aussi des recruteurs qui sont indépendants, qui ont créé leur cabinet, qui font appel à moi. Ok. Merci pour cet éclaircissement. Puis je suis super contente justement de pouvoir te donner la parole grâce à justement tous les conseils que tu partages à travers LinkedIn et d'autres supports dont on va parler après. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant dans le cadre du podcast Job Révolution, c'est aussi ton évolution à toi. Donc, écoute, est-ce que tu pourrais parler de tes propres reconversions, de ton parcours en fait? Ouais, pas de problème. C'est vrai que j'ai moi-même un parcours un petit peu, on va dire, en zigzag. Donc, ce qui m'a servi d'ailleurs quand j'étais recruteur. Alors, juste pour situer les choses, j'ai 40 ans. Donc, j'ai eu mon bac en 2000. Ça remonte. C'est important pour comprendre après la suite. Et j'ai fait des études littéraires. J'ai fait un BTS de communication au milieu. Et puis ensuite, j'étais prof de français, puis responsable de librairie. Donc déjà, j'ai changé un petit peu. Au début, je voulais être prof de français à l'étranger. Et finalement, je suis rentré en France à l'époque pour suivre ma copine. Très mauvaise idée, mais parce que ce n'est plus ma copine aujourd'hui. Et bon, on fait des choix des fois dans la vie, on n'a pas assez de recul quand on est jeune. Je pense que si c'était à refaire, je serais peut-être resté à l'étranger. Bon, ça, c'est autre chose. Ensuite, après, je me suis reconverti à 30 ans, en 2012 précisément, et j'ai fait un master RH. Et à l'époque, je me suis dit, OK, j'aimerais bien trouver un poste dans les RH, mais comme j'avais 30 ans, je voulais trouver un poste qui rémunère pas trop mal. Et en RH, à part être assistant RH, et avec un salaire qui est pas extraordinaire, c'est compliqué. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire consultant en recrutement parce qu'il y a une partie variable. Et j'ai commencé à chercher. J'ai une petite question pour toi. Comment tu as fait d'ailleurs? Parce que c'est vrai que là, le côté professeur puis libraire, on peut se dire, OK, donc il aime lire, donc après les livres, pourquoi pas. Mais comment ça t'est venu l'idée de faire consultant en recrutement? Alors, à l'époque, donc quand j'ai pensé à faire mon master RH, j'étais déjà responsable de librairie. Il faut savoir juste pour information que ce poste-là, je l'ai eu
parce que j'avais un avantage par rapport à d'autres candidats, c'est que j'habitais littéralement en face, en fait. Voilà. Donc, à l'époque, j'habitais à Villefranche-sur-Saône. Il y a une rue principale qui s'appelle la rue Nationale, et moi, j'étais littéralement en face de la librairie principale. Quoi. J'habitais en face. Et c'est important parce que beaucoup de gens se demandent comment faire pour trouver un job quand ils se reconvertissent. Et mon conseil, c'est vraiment d'essayer d'identifier l'avantage qu'on va avoir par rapport aux autres candidats. Le marché du recrutement, quand on est candidat, en fait, on pense souvent que le marché de recrutement, c'est comme un examen. Il faut avoir tout bon, il faut répondre bien aux questions, et puis si on a tout bon, on va être pris parce que on a eu tout bon comme un examen, quoi. Comme au bac, tu sais, on a 20 sur 20 et du coup voilà. Et en fait, c'est pas du tout ça le recrutement, enfin, le marché de l'emploi, c'est un concours en fait. Il faut pas alors, un concours. Quand je dis qu'il faut être en gros, faut être le meilleur, mais il faut être le meilleur par rapport à ce que l'entreprise attend. Ça veut pas dire être le meilleur sur telle compétence, c'est plus complexe. Mais la logique est la même. C'est-à-dire que on va être en concurrence avec d'autres personnes. Donc, quand on est en reconversion, on est en concurrence avec toutes les personnes qui ne sont pas en reconversion, en fait, qui ont déjà le parcours, l'expérience, etc., etc. Du coup, forcément, si on se met en concurrence directe avec ces personnes-là, on va perdre très souvent parce que voilà, moi par exemple master RH, j'ai 30 ans, je suis en concurrence avec tous les gens qui ont un master RH à 23 ans et à 30 ans, ils ont déjà 7 ans d'expérience. Donc c'est compliqué. Et moi c'est pareil, j'ai des prétentions salariales qui sont un peu plus élevées parce que j'ai 30 ans, donc les postes d'assistant RH, etc., je suis un peu décalé. Donc à un moment donné, tu te dis OK, ça va pas marcher, ça va pas marcher comme ça. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous les gens qui sont en reconversion. Trouvez votre avantage, l'avantage concurrentiel, et essayez de déterminer. Je sais que toi, tu connais l'ikigai, cette logique de Oui. prendre différentes compétences, on va dire différentes choses. Tu prends différents cercles et tu les recoupes. Là, c'est un peu la même chose. C'est prenez toutes vos compétences, recoupez un petit peu tout ça et voyez un petit peu ce qui vous rend unique en fait, ce qui vous permet finalement, ce que je dis, d'avoir un avantage sur les autres. Voilà, donc ceci étant dit, mon avantage, moi, c'était quoi? C'était, j'ai essayé de trouver un job comme consultant en recrutement en France. J'étais à Lyon à l'époque et j'avais pas assez d'expérience. Voilà. Et j'étais déjà allé en Angleterre avant pour être professeur de français à l'étranger. Donc je me dis, ok, je parle anglais et je vais essayer et j'avais envie de repartir en Angleterre. Alors tout le monde ne peut pas le faire, hein. Donc je suis parti à Bristol parce que Londres, ça coûte très cher quand t'as pas de travail. Et j'ai commencé à postuler à Londres et j'allais à Londres de temps en temps pour des entretiens. À chaque fois, on me disait, OK, super intéressant, mais manque le côté commercial. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un job de développeur commercial, business developer, quoi, où j'ai appelé que des boîtes françaises. J'étais à Bristol. J'étais sur une plateforme téléphonique, tu sais, où je parlais qu'à des boîtes françaises. Et j'avais dire un numéro qui se présentait, c'était comme si j'étais à Paris, mais j'étais à Bristol. Donc, j'ai développé cette compétence de développement commercial et je continue à postuler à Londres. Et en fait, alors pourquoi j'ai choisi Londres? Parce que c'est bien connu que les Anglais, en tout cas, je le dis pour ceux qui savent pas, sont beaucoup plus ouverts, ils laissent beaucoup plus la chance aux personnes qui n'ont pas d'expérience. Et là, j'avais un vrai avantage concurrentiel par rapport aux autres, c'est que j'étais français. Donc forcément, je postulais à tous les postes de consultant en recrutement parlant français. Et j'avais évidemment, le marché était beaucoup plus petit. J'étais en concurrence avec très peu de gens. Et c'est comme ça que j'ai réussi finalement à avoir le premier job de consultant en recrutement. Voilà, désolé pour la longue explication, mais c'est la même logique, je pense, pour les gens qui veulent se reconvertir. Trouvez votre avantage concurrentiel. Ne pensez pas comme si vous étiez à un examen, mais plus à un concours. Voilà. Merci parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Moi, c'est vrai que naturellement, par exemple, quand j'accompagne les personnes et qu'ils font un bilan de compétences, à la fin, ils réalisent un profil de compétences. Évidemment, avant de me former, je suis passée par là aussi. Et typiquement, moi, j'ai réalisé mes points forts. C'est assez bluffant. Il y a même des choses que, honnêtement, j'en avais pas du tout conscience. Et c'est fou, en fait, de se rendre compte qu'on a autant... on a vraiment des choses uniques en soi. Il suffit juste Mm. d'aller creuser, de prendre le temps aussi de s'informer. Et ce qui est aussi très intéressant dans ce que tu dis, c'est non seulement, une fois qu'on est au courant de nos points forts, s'informer aussi sur les métiers et le marché où on va Mm. postuler. Et là, t'as parlé de lieu, de proximité, tu as parlé de nationalité. Tu as parlé aussi d'avantages, mais les avantages peuvent être vraiment divers. Ça peut être une Mm. expérience qui a aucun rapport normalement avec le poste, qui ne serait pas sur le descriptif de poste, mais que vous détectez. Et à Mm. partir du moment où vous êtes capable de l'identifier et de l'argumenter, ça donne vraiment ça vous donne Mm. un avantage. Après, il faut oser aussi. Il y a pas mal de personnes qui se disent, mais moi, j'ai pas tout ça, mais je sais que je sais faire ça, j'ai telle expérience, ça pourra apporter ça, ça, ça. Mm. Et
le message que j'ai envie de passer grâce à ce que tu dis, c'est aussi oser le dire, oser affirmer que vous avez une plus-value, que vous avez vous êtes légitime pour ce poste, même si c'est pas forcément perceptible aux yeux du recruteur, c'est aussi à vous de vous mettre en avant. Ouais. Et juste pour ça, alors il y a plusieurs petites choses que j'aimerais bien transmettre, on va dire. Quand on est moi j'ai fait un bilan de compétences aussi en fait. Hein, je l'ai pas précisé, mais je l'ai fait. Ouais. Ah, génial. Mais quand on est quand on se met en reconversion, en fait, on est dans une position psychologique où on est en position de faiblesse. On a l'impression qu'on vit au départ un échec. On digère finalement ce deuil pour aller vers une autre expérience professionnelle. Du coup, psychologiquement, souvent, on a tendance à tirer un trait sur ce qu'on a fait avant et c'est difficile parce qu'on n'a pas de recul d'identifier des compétences transverses qu'on va pouvoir réutiliser plus tard. Et c'est là l'intérêt d'un bilan de compétences et simplement d'avoir affaire à quelqu'un d'externe qui va pouvoir nous dire finalement voilà ces compétences-là vous pouvez les réutiliser, etc. Donc juste pour avoir du recul, voilà, ça c'est important. Et l'autre chose, c'est accepter, enfin le principe finalement comment dire, d'un job étape. J'ai pas le bon terme, je sais pas comment on pourrait dire, mais en gros, le prochain job que vous allez avoir quand vous vous convertissez, c'est pas forcément le bon, mais c'est pas grave. Il faut pas se focaliser et se dire, OK, parce que souvent, là, ça revient, je rejoins le concept de deuil finalement. J'invente un truc. Hein. Imaginons un électricien qui est artisan, qui gagne bien sa vie, mais pas grand chose. On va dire, voilà, il a pas sa boîte, quoi. Il est juste artisan dans une boîte. Et puis, il voit Jean-Michel, son collègue commercial, et lui, il a une grosse voiture et tout. Et puis, l'artisan électricien, il a la tchatch, etc. Il se dit, mais en fait, pourquoi moi, je fais pas ce job? Et là, il décide de se reconvertir et d'être commercial. Il a jamais été commercial. Et forcément, s'il en a marre de se lever à 5 heures du mat et d'être dans l'électricité, on va dire, peut-être qu'il va pas vouloir postuler dans des boîtes qui font de l'électricité parce qu'il va dire, bah non, moi, j'ai envie d'être commercial et idéalement, j'ai envie de faire autre chose. Je sais pas, par exemple, vendre des voitures, je dis n'importe quoi. Hein. Et du coup, il va tourner un peu le dos à son expérience précédente. Et il va être en concurrence avec des jeunes qui ont fait BTS vente, qui sortent, qui sont moins chers, etc., etc. Qui peut-être d'ailleurs ont plus la tchatch que lui, on sait pas. Et en fait, c'est une erreur dans le sens où même si son rêve c'est d'être commercial chez BMW, je dis n'importe quoi, il a tout intérêt à se dire ok, quel est mon avantage en fait? C'est mon avantage, c'est quoi? C'est de très bien connaître l'électricité. Et à ce moment-là, je vais viser toutes les boîtes industrielles, toutes les boîtes qui font de l'électricité et qui ont des commerciaux. Et c'est pas grave s'il reste 1 an, 2 ans ou 3 ans dans la boîte, c'est pas grave en fait. Il faut accepter finalement d'avoir ce passage. Moi, quand j'étais à Bristol, j'étais des business développeurs, c'était contre ma nature, c'était vraiment, honnêtement, c'est vraiment horrible comme expérience. J'ai toujours détesté le développement commercial et en fait, après 10 ans comme consultant en recrutement, je déteste toujours le développement commercial. Donc c'est juste pas moi en fait, je suis pas fait pour faire ça. Mais je l'ai fait, contraint et forcé, pour développer cette compétence. Maintenant, je peux appeler n'importe quelle boîte et je serai pas le meilleur, je serai jamais le meilleur parce que c'est contre ma nature. Ça faut aussi accepter de se connaître soi-même et de faire des choses qui sont cohérentes et qui sont congruentes. Ça, c'est un mot que j'ai découvert quand j'ai fait mon master RH, congruence. Et en gros, il faut vraiment faire des choses qui sont en accord avec soi. Et donc voilà, accepter ça et utiliser un job étape pour un job passerelle, voilà, c'est ça le terme, je pense, le job passerelle pour aller sur ce que vous voulez vraiment faire. Mais accepter finalement. Au début, si vous vous reconvertissez, ne soyez pas difficile. Vous pouvez pas être difficile. Mais soyez intelligent. C'est-à-dire que identifiez vraiment cette compétence clé qui fait que vous allez avoir un avantage sur les autres. Et voilà, ce fameux mouton à 5 pattes. Soyez le mouton à 5 pattes. Et après, alors j'avais d'autres conseils, mais peut-être qu'on va en parler plus tard. Mais après, il y a des stratégies vraiment pour identifier des entreprises qui potentiellement peuvent être intéressées. Il faut pas juste regarder les annonces. Alors ça, effectivement, on va regarder après par la suite. Pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui est chouette et ce que tu mets aussi en avant, c'est aussi prendre le temps. C'est important pour avoir ces jobs passerelles. C'est aussi cette idée que moi, la première, hein, sincèrement, j'accompagne les personnes dans la reconversion, etc. Déjà, si on est en process de bilan de compétences, sachez qu'il y a peut-être que vous allez même retomber en amour de votre métier actuel, mais vous allez juste changer le cadre dans lequel vous allez travailler. Ça, c'est important pour moi. Donc, par contre, vous posez la question, c'est déjà bien. Vous allez vous connaître, mais après, ça prend du temps. Donc, et ce temps-là, ce job idéal, parfois peut-être qu'il y a des choses qui vous plaisent. Vous avez peut-être même plusieurs idées, mais prendre le temps et le job passerelle est super aussi parce que ça peut vous permettre de vous tester puis de mieux vous connaître. Et c'est avec l'expérience qu'on se connaît mieux. En fait, c'est un peu comme si vous faisiez une formation, sauf que l'expérience c'est aussi une formation, vous apprenez en faisant les choses. C'est pour ça que d'ailleurs, après, en entretien, ça vous aide.
Bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis, bah, du coup, ce qui est aussi intéressant, bah, pour moi, c'est aussi ton regard de recruteur. Du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, en tant qu'ancien recruteur, du profil des personnes qui ont fait une reconversion professionnelle? Euh, ok, alors j'avais pris quelques petites notes, donc je le dis, mais je vais regarder mes petites notes. Euh, En tant que recruteur, hein, c'est ça? Ouais, en tant que recruteur. Alors, c'est pas évident ça, comme question. Je crois que je l'avais pas préparé. Euh, En tant que recruteur, alors en tant que recruteur, j'essaie de me rappeler de toutes les personnes que j'ai pu voir. En tant que recruteur, moi j'étais, alors juste pour situer, j'étais dans un cabinet anglo-saxon qui recrutait des techniciens cadres en intérim et en CDI. Et la partie intérim est intéressante parce que j'étais dans un cabinet, c'était pas une agence d'intérim. Donc on était vraiment sur un niveau de technicité, on va dire, assez élevé et on était sur des postes difficiles à pourvoir, des fois souvent en CDI, mais on cherchait aussi en intérim. Et donc les cabinets, je peux les citer. Moi j'étais chez Hayes, il y en a d'autres, c'est Spring, maintenant c'est LHH, d'ailleurs ça a changé, Michael Page, ce genre de cabinet. Page personnelle d'ailleurs, c'est la version intérim, c'est page personnelle, je crois. Voilà. Quand on voit arriver ce genre de CV, en fait, la première chose qu'on a en tant que recruteur, c'est qu'on a je vais prendre un concept qui est le concept de bruit et signal. On dit souvent en anglais signal et noise, signal, noise. C'est-à-dire qu'en gros, on a le signal, c'est l'information qu'on attend, et le bruit, finalement, c'est toutes ces informations parasites qui viennent nous empêcher d'avoir un regard vraiment objectif et facile, en fait, sur une candidature. Pourquoi je dis ça? Parce que, encore une fois, c'est concurrentiel. Moi, quand je mets un poste en ligne, je mets une annonce, je reçois les CV. Je reçois tous les CV des gens qui ont le profil parfait. Je mets des guillemets sur profil parfait. Là, le niveau de signal, il est 100%. J'ai pas d'effort à faire, en fait. C'est exactement ce que je cherche. Ensuite, j'ai un CV qui arrive, c'est une personne en reconversion. Là, le niveau de bruit, de noise, il est important. Parce qu'en fait, c'est pas le bon profil. C'est pas le profil que j'attends. Donc, ça me demande un effort supplémentaire pour essayer de comprendre si cette personne va être intéressante ou pas pour le poste. Ça, c'est vraiment très basique, hein, mais c'est ce qui se passe en réalité. Les gens pourront vous dire ce qu'ils veulent, les bonnes intentions, etc. Ok, mais la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que je vais recevoir là, c'est la réalité si je reçois des CV qui sont dans la cible. Des fois, j'en reçois aucun et j'ai une personne de reconversion et là, forcément, du coup, ce profil, il va devenir beaucoup plus intéressant. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la difficulté pour une personne de reconversion, c'est vraiment d'identifier les bons arguments. Donc, les arguments, en gros, c'est les compétences, les expériences, etc., à mettre en avant pour ce qu'elle a envie de faire. C'est pas forcément évident. Les conseils sont pas forcément les meilleurs d'ailleurs. Les CV Pôle emploi, j'en ai vu passer, c'était pas forcément les meilleurs. Je sais pas s'ils ont toujours les mêmes pratiques. Donc c'est pas évident de faire un bon CV. Un CV, c'est juste un résumé. Alors, en anglais, on dit résumé, hein, c'est le mot résumé. C'est un résumé de compétences. On choisit de mettre ces compétences-là sous le regard du recruteur. Et lui, bah, il faut qu'il détermine si le profil est intéressant, s'il veut l'appeler ou pas, juste avec ça. Donc, il faut essayer de réduire le niveau de bruit, de noise au maximum pour que ce soit le plus simple possible pour le recruteur. C'est-à-dire qu'un quelqu'un en reconversion a tout intérêt à personnaliser, adapter son CV à chaque poste au maximum. Faire un CV basique, entre guillemets, enfin pas basique, un CV standard pour tous les postes, ça aura moins d'impact. Parce qu'en fait, à chaque fois, la personne va se dire, ah mais attends, c'est pas exactement ça. Ah ok, il a fait un... Et souvent c'est ça, c'est, ah, il a pas la bonne expérience, mais ah oui, ok, là il a fait comment ça s'appelle, une VL. Ah oui, tiens, il a fait une VL. Ah bah tiens, là il a fait, on voit genre il a 6 mois d'expérience parce qu'en fait juste il a fait un stage. Parce qu'il voilà. Et du coup souvent on se base juste que sur ça et après le reste faut vraiment travailler en fait, faut vraiment se dire attends mais du coup ce qu'il a fait avant est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, etc. Donc dans la réalité qu'est-ce qui se passe? La plupart des temps ces CV là en fait ils passent à la corbeille parce que bah, le recruteur s'il a 5 CV qui l'intéressent, la personne en reconversion en fait elle sera même pas appelée. Ouais, je veux pas déprimer les gens, mais on en revient à ce que je disais avant. Hein. C'est que si le CV est reçu, enfin si le CV est envoyé à un recruteur qui cherche un mouton à 5 pattes et que ce mouton à 5 pattes c'est la personne en reconversion, d'un seul coup ce CV bizarre en fait devient le meilleur CV. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pour ça que tous les candidats ont tout intérêt à identifier vraiment les entreprises qui potentiellement peuvent être intéressées par leur profil où ça a du sens d'un seul coup. Voilà. C'était un peu long comme réponse, mais voilà mon point de vue vraiment. Là, je suis vraiment pragmatique au final sur ça.
Bah, merci aussi de tes conseils. Et d'ailleurs, j'ai hâte d'entendre la suite du coup aussi. Euh, ok, et d'ailleurs, par rapport à ce mouton à cinq pattes, parce que c'est vrai que, bon, moi j'ai l'habitude, donc forcément pour moi c'est assez clair, mais au cas où pour les auditeurs, c'est quoi un mouton à cinq pattes que recherchent les recruteurs en général? Alors, en fait un mouton à cinq pattes. C'est une bonne expression pour ça parce que souvent on a le mouton qui normalement a quatre pattes et là il se trouve qu'il a une cinquième patte. Et en fait c'est une bonne métaphore, c'est une bonne image parce que c'est vraiment ça. Souvent on a un profil standard pour un poste et il y a une chose, un élément qui fait que ce profil est très difficile à trouver. Et moi quand j'étais en recrutement et souvent les cabinets par rapport à les recruteurs en entreprise, on a cet avantage, je vais mettre des guillemets autour d'avantage, mais souvent on est mandaté que pour des profils difficiles à trouver. Donc on est souvent mandaté pour des moutons à cinq pattes. Et en gros, c'est vraiment, on a un profil standard. Par exemple, le profil standard, c'est il a fait les bonnes études, il a la bonne expérience. Sauf que là, on a un truc. Bah ça, en fait, on s'y attendait pas. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être la rémunération. Genre une entreprise qui peut pas payer très cher. Bah du coup, le mouton à cinq pattes, c'est le fait qu'on va pas lui donner beaucoup, donc on trouve pas. Ça peut être une compétence, que ce soit des langues, une compétence technique, etc. Et puis, des fois, en fait, le mouton à cinq pattes aussi, c'est juste un bassin d'emploi qui est très très pauvre en compétences. Donc, par exemple, la fonderie, il y a très peu d'entreprises de fonderie. Donc, forcément, il y a très peu de formation pour avoir des fondeurs. Et du coup, quand ils cherchent, bah, il n'y a pas de candidats, en fait. Parce qu'il y a tellement peu d'entreprises qui cherchent des fondeurs et des fonderies, en gros, qu'il n'y a pas de candidats. Donc, et souvent, les candidats, ils ont 50 ans, proches de la retraite, etc., etc. Et ça, ce type de boîte, par exemple, prennent des alternants et ils les forment de A à Z, quoi. Ils prennent en bac pro et ils prient pour que les personnes ne partent pas. Parce que, voilà. Donc ça peut être n'importe quoi. Et c'est difficile pour les candidats d'identifier ça, en fait. Parce que côté Mhm. candidat, on n'a pas du tout conscience de ça. Et après, il y a des méthodes pour essayer de comprendre ça. Et je peux les partager si, je sais pas si tu veux que je les partage maintenant ou après. Mais il y a Alors une manière écoute, assez simple de le faire. pourquoi pas? Vu qu'on est dans l'élan, je te propose de les partager et puis Alors, après, très à brièvement, voir hein. si... Ouais, allez, c'est parti. Très brièvement, si vous êtes en reconversion, puisqu'on parle beaucoup de gens en reconversion, moi, ce que je vous conseille de faire pour être très, très efficace, c'est de parvenir à échanger avec un consultant de recrutement qui est spécialisé dans le métier que vous voulez faire. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que si vous êtes un profil un peu atypique, peut-être qu'il ne va pas vous rappeler. Mais je vous conseille vraiment de faire. Pourquoi un recruteur spécialisé? Parce que souvent, c'est eux qui voient le maximum d'entreprises différentes par rapport à un recruteur in-house, un recruteur dans une entreprise précise. Et il voit beaucoup, beaucoup de CV, il voit beaucoup, beaucoup de candidats. Donc, il a un niveau de référence énorme, en fait. Il a vu énormément de choses différentes. Donc, il va être capable vraiment de pouvoir renseigner. Et il les a vus, tous les postes à 5 pattes, les moutons à 5 pattes, etc. Donc, essayez d'échanger. Typiquement, moi, si demain j'étais ce genre de candidat, je postulerais à tous les cabinets type Ace, Spring, etc. et tous les autres, juste pour avoir quelqu'un en ligne et à ce moment-là, vraiment poser les questions. Et les questions à poser, c'est pour connaître le marché. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que vous recherchez? Quelles sont les compétences clés? Quel est mon problème? Qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, je trouve pas, etc. Et c'est poser un maximum de questions. Et ces personnes-là, si elles sont gentilles, en tout cas, elles vont vous répondre. Et il faut vraiment qualifier votre profil, en fait. Essayez de comprendre. Est-ce que c'est mon salaire? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et faites-le sur plusieurs cabinets, parce que un consultant, des fois, n'est pas forcément la vérité absolue. Et en additionnant tout ça, à un moment donné, vous allez vous rendre compte. Et surtout, soyez dans une logique, comment dire, ouverte, pas sur la défensive. Je vois beaucoup de gens en reconversion qui ont tellement pris de portes que ils sont plus à l'écoute, en fait. Ils sont dans le déni. On dit, ouais, non, mais c'est pas possible, vous me laissez pas ma chance, etc., etc. Bah oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est pas qu'ils laissent pas la chance, c'est juste qu'il y a d'autres personnes qui ont le profil. Donc, essayez vraiment d'identifier ça pour avancer, en fait. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, en plus, finalement, c'est plus du tout candidater, c'est plutôt explorer et se renseigner encore une fois sur ce qui est demandé. Et du coup, ça change aussi la posture. Et même ça peut vous permettre de gagner en confiance en vous si vous êtes en recherche d'emploi, d'ailleurs, sans forcément faire une reconversion. Mais si vous mettez dans une posture où vous dites, bah voilà, là, je postule et mon objectif, c'est simplement d'être en contact avec le recruteur et sans vous mettre la pression d'être pris. Parce que oui, en fait, ce qui est aussi intéressant, tu sais, ça rejoint ce que tu disais par rapport au job passerelle. Bah, quelque part, c'est aussi là des candidatures passerelles, quelque part. Mm. Donc, une fois que vous allez échanger avec le recruteur, je te rejoins complètement.
L'idée, c'est d'aller chercher les informations auprès des personnes qui sont le plus à même de vous donner des infos. Si vous avez, ça m'arrive plein de fois d'accompagner des gens, ils me disent, mais je comprends pas, ça fait 50 candidatures, j'ai aucune réponse. Mais s'il y a 50 candidatures, au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème avec la manière de candidater, il vous manque une info. Et si elle ne se trouve pas dans votre dossier, c'est qu'elle ne se trouve pas dans les informations au sujet du métier ou du recrutement. Donc, il faut aller les chercher, ces informations. Et même nous, là, en tant que coach emploi, conseiller en emploi, vous mettez tout ce que vous voulez comme nom derrière. On n'a pas les réponses de tous les métiers. On n'est pas spécialiste de métier. D'ailleurs, c'est un métier à part entière, si jamais. Et du coup, c'est super intéressant. Merci de le mettre en avant. C'est vrai que il y a un, pour les agences de placement, les candidats que j'accompagne ou que j'ai accompagnés ont un peu cette peur de dire, mais comment je fais s'il n'y a pas d'annonce aussi? S'il n'y a pas d'annonce, est-ce que je peux me permettre de contacter les agences de placement? Donc, du coup, je te pose la question. Est-ce que s'il n'y a pas d'annonce, s'il n'y a pas d'offre, justement, parce que des fois ça peut arriver, qu'il n'y ait pas suffisamment d'offres, est-ce que ça se fait de contacter les Alors, consultants, en fait? oui, en bref, oui, ça se fait. Au contraire, en fait, vous leur rendez service. Après, un consultant gère toujours l'urgence. Donc, s'il a un poste ouvert, il va vous contacter si jamais votre profil correspond. Voilà. Donc, il y a beaucoup de chances. S'il n'y a pas d'annonce, il y a très peu de chances que le consultant vous rappelle, parce qu'en fait, il a juste d'autres choses à gérer. Par contre, votre CV en fait sera dans la base de données. Potentiellement, il peut vous rappeler plus tard. Même si aujourd'hui avec le RGPD, voilà, ça il faut remettre à jour. Mais oui, c'est toujours une bonne idée. Par contre, il faut juste avoir conscience que les recruteurs sont toujours en retard. Voilà, faut imaginer quelqu'un qui est toujours en retard, donc qui est toujours pressé, qui a pas le temps et qui a trop de jobs, trop de gens à rappeler. Si vous avez cette image-là, en fait, vous allez comprendre pourquoi quand vous envoyez un CV comme ça, personne ne vous rappelle. Ben, en fait, c'est juste qu'il y a d'autres priorités. C'est pas que vous n'êtes pas intéressant, c'est qu'aujourd'hui vous n'êtes pas intéressant. Vous n'êtes pas la priorité numéro un. Mais oui. Après, si je peux donner un conseil aux gens qui veulent être acteurs de la recherche d'emploi, j'ai des conseils très pratiques, très simples, très synthétiques. Je vais faire court. En gros, allez sur LinkedIn, faites un profil LinkedIn. Pour faire un bon profil LinkedIn, regardez le profil des influenceurs, je mets des guillemets autour, pour voir un petit peu comment ça a été fait, etc. Ça va vous donner des idées. Mais sinon, au minimum, remettez votre CV dessus. Voilà. Ensuite, prenez une version premium de LinkedIn en essai gratuit. C'est 30 jours. Et en 30 jours, vous avez largement le temps de faire ce que je vais vous expliquer. Donc, ça coûte rien. Et en plus, LinkedIn est assez juste. Ils vont pas vous facturer. Voilà. 4 jours avant la fin, vous résiliez. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Donc, faites ça. Ensuite, vous faites une recherche. Et il y a plusieurs manières de le faire. Donc, c'est là où il faut avoir vos critères. Donc, le secteur d'activité de l'entreprise, le lieu géographique. Si vous habitez dans un endroit, ça fait un deuxième critère. Et il y a une astuce aussi toute bête. Alors, vous vous dites, OK, je cherche des entreprises qui pourraient éventuellement être intéressées par mon profil. En fait, LinkedIn, c'est génial. Là, c'est une astuce de recruteur. C'est faites une recherche avec votre type de poste. Recherchez toutes les personnes qui ont le même type de poste que vous et tous les types de postes associés. Par exemple, je sais pas, sales, commercial, voilà, c'est 2 mots-clés différents. Donc, utilisez tous ces mots-clés-là. Ensuite, vous allez avoir donc une liste. Une fois que vous avez cette liste-là, vous avez une liste de toutes les personnes qui ont le même poste que vous dans un lieu géographique précis. En fait, toutes ces personnes-là travaillent dans des entreprises. Donc, ces entreprises-là, potentiellement, peuvent avoir besoin de vos compétences puisqu'elles ont des personnes qui font la même chose que vous. Donc, ensuite, après, il suffit juste de relever le nom de toutes les boîtes. Donc, c'est pas très compliqué, finalement, de faire la liste de toutes les entreprises. C'est pas le plus passionnant, mais c'est pas le plus compliqué. Et ensuite, une fois que vous avez ça, faites des recherches, vous les compilez. Alors, c'est pas non plus pareil, mais après, aujourd'hui, sur Internet, on trouve des tutos pour tout. Et ensuite, après, il y a 2 manières de faire. C'est vous, à la mano, manuellement, vous contactez tous les dirigeants de ces entreprises-là, pas les candidats que vous avez identifiés, mais leurs dirigeants. Pareil, sur Sales Navigator, vous pouvez retirer tous les dirigeants des entreprises. Enfin bref, c'est pas très compliqué de le faire. Et une fois que vous avez fait ça, il y a 2 solutions. Soit vous le faites à la mano, tous les jours, vous dites, OK, j'ajoute 15 personnes tous les jours. Et en fait, vous verrez que déjà en 30 jours, vous aurez 450 personnes, ce qui sur un petit périmètre géographique est énorme. Donc c'est faisable, 15 personnes tous les jours. J'ai demandé à un de mes anciens stagiaires de le faire une fois, parce qu'il n'avait pas assez de connexion. Et je lui ai dit, il faut que tu passes les 500, sinon tu vas pas être crédible. Je lui ai dit, OK, t'es en master RH, ajoute tous les RH de la région. J'ai dit, tu m'en fais 15, 20 par jour, et tu vas voir, en 30 jours, et il l'a fait.
Et en fait, et aujourd'hui encore, il est content parce que du coup, il a un super réseau qualifié sur LinkedIn. Et sinon, une autre manière de faire, c'est que vous prenez un outil d'automatisation. Il en existe plusieurs pour envoyer en automatique des demandes à vos réseaux. Une fois que vous avez fait ça, en fait, au bout de 30 jours, vous résiliez tout ça et vous avez sur LinkedIn en fait des personnes que vous pouvez contacter en direct pour leur demander si elles ont besoin, en gros, de compétences, etc. Donc, vous pouvez envoyer des MP, vous pouvez envoyer, de toute façon, vous avez tout là. Vous avez, c'est tous vos contacts sur LinkedIn. Et après, faites des candidatures spontanées, tout simplement. Voilà. Merci de mettre en avant ça, c'est tellement important. Je discutais encore avec quelqu'un la semaine dernière qui me disait, mais je comprends pas, j'ai toujours des réponses négatives. Je lui disais, mais tu sais, malheureusement, des fois, les offres, en tout cas en Suisse pour le coup, il y a pas mal d'offres qui sont où on est légalement obligé de les publier alors qu'en fait, ils ont Mmh. déjà trouvé quelqu'un. Mmh. C'est pour ça que quand tu dis de faire des candidatures spontanées, il y a trop de personnes qui n'osent pas. Un grand merci pour la technique. Parce que là, tu parles clairement d'un plan d'action et on voit que bah, Mmh. du coup, c'est une action concrète à faire. Et là aussi, vous pouvez gagner en confiance parce que si vous faites même un tableau Excel, d'ailleurs, je me disais que j'allais Mmh. peut-être vous créer un tableau de suivi de recherche d'emploi, tout simplement. Et comme ça, vous créez votre petite liste et prendre conscience que vous avancez, c'est prendre conscience du nombre de personnes que vous avez appelées et du nombre d'informations que vous avez réussi à récolter. Et chaque personne, même les personnes que vous n'arrivez pas à contacter, on s'en fiche. Mais le fait que vous soyez dans l'action, ça montre que vous avancez. Et c'est pas la même chose du coup que de recevoir plein de réponses négatives à chaque fois que de se Mmh. dire, OK, bah là, malgré tout, j'ai peut-être reçu une réponse négative, mais à côté de ça, j'ai mon plan d'action et il y a forcément, statistiquement parlant, il y a forcément un moment donné où ça va vous permettre d'accéder à quelque chose de concret et de bien pour vous. Donc, merci pour cette super technique. Dans les outils automatiques, toi, par exemple, qu'est-ce que tu utilises ou qu'est-ce qui est assez simple à utiliser pour des personnes qui ne sont pas forcément Oui, alors hyper au courant? j'ai un outil que j'utilise parce que c'est un client. J'écris des articles de blog pour eux. Et je peux le dire parce que c'est mon nom qui est sur les articles, donc c'est transparent, il n'y a pas de problème. Et donc j'utilise, ils m'ont offert gratuitement l'accès pour pouvoir évidemment aussi écrire des articles de blog sur la solution, logiquement. Et donc je l'ai utilisé moi pour ajouter, pareil, des personnes dans le secteur RH recrutement en automatique, sans forcément prendre le temps de le faire à chaque fois. Et la solution s'appelle NeoStaff, donc Neostaf, NeoStaff. Et voilà, vous allez sur neostaff.fr. Et en gros, c'est très simple. C'est la difficulté en fait de ce process finalement, c'est la recherche. C'est le plus Mhm. difficile. Mais si vous avez 30 jours d'essai sur Sales Navigator, je recommande Sales Navigator et pas le LinkedIn Recruiter. C'est à peu près le même prix. Et le LinkedIn Recruiter finalement est moins intéressant pour ce que vous voulez faire. Et bref. Voilà, c'est la seule chose. Essayez de trouver des vidéos en ligne pour vous expliquer comment faire un Sales Navigator, mais c'est pas super compliqué. Une fois que vous avez vos recherches, n'hésitez pas à en faire plusieurs. Alors, juste un conseil, hein. Les recherches, il faut qu'il y ait le moins de contacts dedans possible et pas le plus possible. C'est en gros, en marketing, on appelle ça de la segmentation. En fait, au lieu d'avoir une recherche de 3000 personnes, c'est mieux d'avoir 100 recherches de 30 personnes, par exemple. Pourquoi? Mhm. Parce que vous allez avoir, c'est un peu extrême ce que j'ai dit, 100 recherches de 30 personnes, mais imaginons, 100 recherches de 30 personnes, en fait, c'est que vous avez 100 messages différents. Et en fait, ça veut dire que les 30 personnes vont vraiment avoir l'impression qu'on s'adresse à elles, en fait, que c'est personnalisé. En fait, c'est pas le cas. C'est juste que c'est bien segmenté. Donc, l'idée, voilà, c'est ça. Je prends un exemple tout bête. Moi, je suis à Strasbourg, je recherche un emploi de consultant en recrutement à Strasbourg. Bah, je vais faire une recherche, type de poste, consultant en recrutement, et je vais avoir tous les gens qui sont consultants en recrutement. Ensuite, je vais faire entreprise, je vais avoir toutes les entreprises. Une fois que j'ai ça, il y a une URL. Donc, l'URL, c'est l'adresse Internet dans le navigateur, hein, donc HTTP, etc., etc. Il suffit de la prendre, copier. Ensuite, on va dans NeoStaff, on colle ça dans un champ, et ça va automatiquement importer la recherche dans NeoStaff. C'est tout bête. Une fois que c'est importé, après, c'est ultra simple. C'est juste des clics. On clique, voilà, démarrer campagne, invitation, et ensuite après, on peut faire un message pour l'invitation. Donc tous les gens reçoivent un message. Et là où ça devient intéressant, c'est que moi, par exemple, mon automatisation, c'est bonjour, prénom. Et ensuite, après, je mets un petit message parce que je veux être sûr que les gens qui m'acceptent, en fait, c'est pas juste parce qu'ils acceptent tout le monde. Donc, j'ai mis un petit message, mais on peut ne pas en mettre. Moi, j'ai mis un petit message disant que je publie du contenu sur les thématiques RH recrutement et que éventuellement, ça peut les intéresser. C'est tout. Je leur vends rien.
Je vais jamais les recontacter pour leur dire, coucou, est-ce que tu veux travailler avec moi? Pas du tout. C'est juste leur dire, voilà, moi, je suis créateur de contenu, je publie régulièrement sur ces thématiques-là. Évidemment, ma recherche fait que cette personne, elle est dans le RH recrutement, dans le secteur, etc. Donc, forcément, il y a un lien et je l'appelle par son prénom. Et ça, le champ personnalisé. Donc, la plupart des gens acceptent. J'ai même des gens qui me disent merci parce qu'ils disent, ah, bah, tiens, cool, je vais pouvoir avoir du contenu, etc. Mais on n'est pas obligé de mettre un message. Après, on peut aller très loin dans la personnalisation. Il y a des champs entreprise, etc. Donc, on pourrait vraiment faire un message où la personne a vraiment l'impression qu'on s'adresse à elle. Je le recommande pas, parce que plus on met des champs personnalisés, plus on peut se tromper. Donc voilà, faut faire attention. Mais si on met juste le prénom, normalement, les gens se trompent pas. Ils ont bien mis leur prénom sur LinkedIn, donc ça marche. Voilà, juste pour l'exemple. Donc, c'est ultra simple, vraiment ultra simple. NeoStaff n'est pas très connu, parce que ça fait quelques mois qu'ils se sont lancés. Il y a deux autres outils que je connais, que je recommande pas parce que c'est pas pour en dire du mal, mais juste, je les ai jamais utilisés. Donc, je peux pas les recommander, je ne les ai jamais utilisés. Il y a Wallaxy, d'accord? Et il y a Phantom Buster. Voilà. Donc, si les gens par curiosité veulent aller voir. Moi, je leur recommande vraiment NeoStaff pour une raison simple. Bon, déjà, je l'ai utilisé, donc je peux le recommander. Et en fait, il y a aussi sur LinkedIn, il y a une notion de blocage de compte si on fait trop de requêtes. Donc, en gros, un outil d'automatisation va aller demander au serveur de LinkedIn de lui envoyer des informations. S'il y a trop de requêtes par jour, ça bloque en fait le compte. LinkedIn bloque ça. Et NeoStaff, en fait, en tout cas pour l'instant, gère très très bien ça. Et donc, il n'y a pas de blocage de compte. Et c'est ça, en fait. Et du coup, il fait beaucoup moins de demandes. Par contre, en fait, c'est pas grave, en fait. Par contre, il est payant. Juste information. Il est payant. Il y a 4 ans. Ouais, c'est ça, c'est important. Il y a 14 jours gratuits. Et ensuite, après, c'est 59 € par mois. Donc, pour quelqu'un qui est en recherche d'emploi et qui a des moyens, on va dire, qui va investir là-dedans, c'est pas trop cher. Quelqu'un qui est en recherche d'emploi et qui a pas trop d'argent, clairement, il va dire, OK, moi, je vais pas 59 € là-dedans. Voilà. Que je le préviens. Moi, je le paye pas. J'ai la chance de pas le payer. Mais voilà. C'est un outil qui est pensé pour les recruteurs. Vraiment. C'est pas pensé pour les personnes qui cherchent un emploi. Donc, c'est vraiment un outil professionnel pour les recruteurs, pour on va dire, se connecter à un réseau, développer un vivier de candidats, etc., etc. Donc, c'est un très bon outil que je recommande. Après, c'est lent. Donc, si vous prenez NeoStaff, pensez sur une échelle de mois et pas de jours ou de semaines. Parce que forcément, il envoie des candidatures tous les jours, mais pensez en 3 à 6 mois. C'est parfait, par exemple, pour quelqu'un qui serait en poste actuellement et qui se dirait, tiens, j'ai envie de partir, mais j'ai envie de peut-être même de me reconvertir, pourquoi pas, hein, mais qui est encore en poste. Parce qu'en fait, quand vous demandez des gens en contact sur LinkedIn, c'est pas des candidatures spontanées, personne va vous dire, mais attends, t'es en train de faire quoi là? Tu veux partir de la boîte ou quoi? Pas du tout. Vous demandez juste des gens en contact, vous créez votre réseau, et vous pouvez le faire ça 3 à 6 mois avant de partir de votre boîte, en fait. Et en fait, vous créez déjà votre réseau. Et en plus, la magie du truc, une fois que la recherche est faite et que vous l'avez mis dans NeoStaff, vous faites plus rien. Ça, c'est automatique. Voilà. Non, mais c'est un super conseil. Effectivement, ça permet de gagner un temps fou. Là, je suis en train de me dire, oh là là, si j'avais utilisé ça. Oui, effectivement, j'aime bien. Et puis, ça change aussi. Je mets aussi en avant quelque chose. C'est éviter aussi, dans la mesure du possible, c'est super bien d'utiliser LinkedIn, mais pas ajouter juste connecter. Et là, c'est vrai que cet outil-là permet du coup de faire un message. C'est quand même important de faire un petit message parce que des fois, il y a beaucoup de demandes de connexion et on comprend pas trop pourquoi. Donc, et si on n'a pas envie, si on a envie d'avoir plutôt un fil, en tout cas des informations sur LinkedIn qu'on a envie de voir circuler, etc. Bah, c'est un peu si vous toquez chez quelqu'un en fait, puis que vous vous présentez pas, vous arrivez comme ça va pas faire le même effet que si vous toquez, vous vous présentez et vous dites pourquoi vous avez envie de rentrer chez vous, quoi. Donc voilà, c'est important de préciser. C'est clair. Je vais juste me moucher. Je suis désolé. Oui, bien sûr. Et on reprend. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui écoutent. Je précise que Brice, qui est là quand même, qui a pris du temps pour nous aujourd'hui, il est tout maladou. Et donc voilà, c'est tout bête, mais ça montre aussi à quel point il avait envie de partager, parce que sachez que ce podcast est absolument pas rémunéré ou quoi que ce soit, ça part vraiment du bon cœur de chacun. Donc voilà, c'est important pour moi aussi de le dire. Donc il est possible qu'on se mouche, qu'on tousse, tout ça. Donc voilà, un grand merci d'être là et puis d'apporter tous tes conseils et de prendre le temps. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir comme ça me fait plaisir de faire des posts où je partage des conseils sur LinkedIn. Tu vois, c'est le même plaisir de transmettre et je pense que c'est
c'est une des choses que j'ai en moi. Tu sais, les compétences un peu, j'appelle ça des super pouvoirs. C'est des petites choses que tu fais sans effort et que les autres, t'as l'impression que c'est naturel. En fait, tu te rends compte que pour les autres, eux, ils ont d'autres super pouvoirs, mais pas forcément les tiens. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça. D'ailleurs, petit conseil, c'était pas prévu d'ailleurs, mais petit conseil aux gens en reconversion, euh, c'est identifier vos super pouvoirs. Voilà, identifier vos super pouvoirs. Déjà, je fais les questions et les réponses, mais après, je te redonne la main, Nickel. mais je trouve que c'est une très bonne, c'est une très bonne transition parce que j'avais eu cette idée-là quand on avait préparé le podcast. Je me dis, ah ouais, je pourrais dire ça et je crois c'est passé à travers les mailles du filet. Je l'ai même pas noté en plus dans mes notes. Mais en gros, voilà. Quand vous êtes en reconversion, ça vous le faites quand vous faites votre bilan de compétences aussi. Moi, c'est là aussi j'ai appris ça, à me découvrir moi-même. C'est aussi découvrir vos super pouvoirs et c'est vraiment les micros activités que vous faites qui sont transmissibles qui sont on va dire applicables dans tous vos métiers. Et c'est comme un fil rouge au final. Et moi, par exemple, j'ai le goût de transmettre, d'expliquer. J'adore expliquer. Je tiens ça de mon père. Là, si je parle à mon père et je lui pose une question, je sais qu'il va m'expliquer. D'ailleurs, ça se voit, hein, je parle beaucoup dans le podcast. J'hésite pas à aller dans le détail. Et c'est naturel pour moi. Je fais ça naturellement. D'autres personnes vont être très synthétiques. Ça va être très court. Moi, naturellement, je parle beaucoup et je devrais faire attention de pas trop parler. Parce que je sais que sinon, ça part dans tous les sens. Mais c'est un super pouvoir. C'est-à-dire que j'ai été prof, bizarrement. Donc, j'ai expliqué. Quand j'étais responsable de librairie, je vendais des bouquins. J'adorais expliquer pourquoi j'avais aimé tel bouquin. Quand j'ai été consultant en recrutement, bizarrement, ce que j'adorais faire, c'était donner des conseils aux candidats. En fait, on voit que c'est des métiers qui n'ont aucun rapport. Mais en fait, ce super pouvoir, cette compétence finalement vraiment innée que j'ai, je l'ai retrouvé à chaque fois. Du coup, quand vous cherchez un autre métier, essayez d'identifier vos super pouvoirs et de voir comment ils peuvent s'appliquer, si vous allez les retrouver, etc. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Non, mais c'est top. Puis justement, ça met en avant aussi, en tout cas, moi, dans ma méthodologie, dans ce que j'applique dans le bilan de compétences, que je trouve génial. Toi, tu as parlé justement des points communs entre les expériences professionnelles et ce que je trouve génial aussi, en tout cas dans mon approche, mais je pense que dans les autres bilans aussi, on va parler aussi des expériences personnelles et ces super pouvoirs que vous avez. Ce qui est trop chouette, c'est que vous allez repérer que même dans votre vie personnelle, ils sont tellement forts et innés que vous allez aussi les repérer dans votre vie personnelle. Et c'est justement en ayant cette vision très 360 que vous allez pouvoir les repérer, ces super pouvoirs. Parce que si vous prenez qu'une expérience à chaque fois, c'est difficile de retrouver les points communs puis les points forts qui reviennent à chaque fois. Donc, merci Brice, c'est une super info à partager. Et d'ailleurs, à propos d'infos à partager, un petit moment que j'aime bien aussi avec les recruteurs, c'est de partager les anecdotes. Et vu que tu as passé des entretiens, que tu as accompagné des personnes dans leur recrutement, toi, est-ce que tu as, un entretien qui t'a particulièrement marqué? Oui, j'ai un entretien qui m'a particulièrement marqué. Alors j'en ai plusieurs, hein, mais c'est celui que j'ai retenu. J'étais chez, je peux me dire le nom, hein, j'étais chez Hays et je recrutais donc sur les métiers de la supply chain. J'ai rencontré un candidat, donc je peux donner le prénom. En plus, c'est un prénom original, donc si jamais un jour il devait écouter ce podcast, il dirait c'est moi en fait. Il s'appelait Guilhem, pas très fréquent comme prénom. Guilhem. Et en fait, je le rencontre et je vois son CV. Le CV ne ressemble à rien, vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je recrutais des personnes qui avaient des compétences en logistique, transport, etc. Et je vois le CV, et en fait, je vois 2 colonnes sur le CV. Une colonne que des expériences dans le transport, et à droite, que des jobs, barman, serveur, etc. Et c'était 2 colonnes de taille égale. Du coup, à première vue, je me dis, OK, le gars, il est serveur ou alors il travaille dans le transport. C'est très compliqué, quoi. Et il était en Espagne. Enfin, il revenait d'Espagne. Il a bossé en Espagne, il a bossé dans le sud de la France, moi j'étais en Alsace, il a bossé en Alsace. Je dis, waouh, ok, bon, il est un peu partout, il a fait 2 choses qui n'ont aucun rapport. Et en fait, en regardant un peu plus, je me rends compte que il a eu que des contrats courts, en fait. C'est-à-dire qu'il a eu des CDD à chaque fois, donc j'imagine de l'intérim CDD, mais c'est des périodes courtes. Et en fait, je me rends compte très vite qu'en fait, c'est le CV d'une personne qui a galéré, quoi. Voilà. Il a galéré, il a jamais réussi à trouver ce bon poste. Et je me dis, OK, je vais l'appeler. Je le vois en entretien et je passe 1h30 avec lui en entretien. Je lui explique pourquoi son CV n'est pas bon. Il me dit que c'est le Pôle emploi qui m'a dit de faire comme ça.
Je dis ok, super, mais par contre, bref, je dis c'est pas bon. Là. Parce que là, on se dit, on sait pas si on doit vous appeler pour être barman ou pour travailler dans le transport, donc ça le fait pas. Du coup, on travaille vraiment son CV. Je pourrais donner après peut-être quelques conseils d'ailleurs aux gens s'ils veulent pour améliorer un CV. Et j'envoie, j'appelle la DRH. C'était une grosse boîte internationale. Je peux même donner son nom d'ailleurs parce que je travaille plus avec eux aujourd'hui. Il s'appelle Thermo Fisher Scientific. Donc, énorme entreprise, vraiment des milliards et des milliards de dollars de chiffre d'affaires, par exemple dans le monde entier. Enfin bref, très très gros. Donc grosse entreprise qui prend pas n'importe qui, on va dire. C'est une grosse marque employeur, etc. Mais recruter beaucoup en intérim sur certains types de postes. J'envoie, j'appelle la DRH, très gentil, très très sympa la DRH. Gros coup de cœur d'ailleurs. Bref, mais ouais, une de ces personnes, on est content de bosser avec. Et du coup, je lui dis, bah voilà, il faut absolument voir cette personne, elle est super, etc. Et elle me dit, je vous fais confiance. Et en fait, cette confiance, c'est parce que ça faisait des mois qu'on travaillait avec elle et que ça marchait bien. Elle dit, OK, je vous fais confiance, on va le voir en entretien. Voir en entretien, on me dit, OK, super, vraiment merci, parce qu'en fait, on l'aurait jamais vu en entretien. Il a fait 12 mois en intérim, et après, il a été pris en CDI. Et, euh, et d'ailleurs, maintenant que je dis ça, j'ai un autre exemple, un autre candidat, mais bref, c'est un peu la même histoire. Et ça m'a vraiment touché, ça m'a marqué. Et l'autre histoire, je la fais vraiment résumer, c'est la même chose, même entreprise. Il cherchait quelqu'un pour être commercial sur des produits de laboratoire. Donc, en gros, quelqu'un qui connaisse tous les produits qu'on utilise dans un laboratoire, mais qui soit commercial. Profil mouton à 5 pattes. Voilà, exactement. Alors là, ça va être un super exemple pour les gens en reconversion. Mouton à 5 pattes. Parce que on cherche quelqu'un qui a un très haut niveau de connaissances sur des produits de laboratoire. Donc, c'est que des gens qui ont fait des études en biologie, etc., etc., mais qui soit commercial. Alors, je sais pas si vous avez croisé des gens qui ont fait master en biologie, etc. Mais c'est pas forcément le type commercial. Ils ont pas envie en plus d'être commerciaux. Ils auraient fait autre chose sinon. Et du coup, là, on cherche ce type de profil. Donc, impossible à trouver. Et les rares, à Strasbourg, on a des universités, on a des gens qui font des études assez poussées dans ce domaine-là. Donc, je reçois un CV d'une personne qui était en doctorat. Et en fait, c'est pareil, là, je vais vous donner le filtre des recruteurs, mais les gens en doctorat, souvent, c'est des gens qui ont des personnalités un peu décalées par rapport au marché du travail. Parce qu'ils étaient tout le temps à l'université, etc. Et ils sont un peu décalés, la plupart du temps. Et ils se rendent pas compte, d'ailleurs. Si je dis ça, il y a peut-être des gens en doctorat qui vont me dire, mais non, mais pas du tout. Et malheureusement, c'est un peu le cas. Et en fait, je le vois en entretien, absolument génial. Alors ça, c'est même une meilleure histoire, en fait. Je suis désolé, mais du coup, j'en fais deux, mais c'est même une meilleure histoire, en fait, que la première. Et j'envoie son CV, pareil, je dis, ouais, vous inquiétez pas, elle est super, etc. Et moi, j'avais juste à valider la perso, en fait. En gros, dire un doctorant, mais qui peut vraiment être commercial, qui a la tchatch, machin, etc. Et surtout, qui aime ça et tout. J'envoie le CV, pareil, on le voit. Et lui, en fait, il a été pris en intérim. Ensuite, il a été validé en CDI. Donc déjà, j'étais super content. Mais un an, je crois, plus tard, je reçois un message et il me dit merci beaucoup. Je dis ok, d'accord. Il fait je viens d'avoir le prix du meilleur commercial de l'année. Wow. Histoire vraie, hein, histoire vraie. Et il m'envoie un post sur LinkedIn et on le voit photo sur scène avec remise de prix, on imagine un truc national, etc. Et voilà, meilleur. J'ai plus son nom malheureusement, mais si voilà, incroyable. Et là, vraiment, j'étais touché, en fait. Je me suis dit, bah, moi, j'ai rien fait, hein, j'ai juste présenté la personne, hein. Mais c'est là où je me suis dit, en fait, waouh, en fait, j'ai servi à quelque chose. Tu vois, j'étais pas un passe-plat. J'ai vraiment servi à présenter une personne. Et voilà. Donc voilà pour les histoires. Désolé, j'ai fait un petit peu long, mais c'est ça, c'est les entretiens qui m'ont le plus marqué. Ce que tu mets en avant aussi, ce que tu mets en avant, c'est que du coup, les recruteurs peuvent justement permettre de valoriser des dossiers. Et c'est ça aussi qu'on peut oublier. Donc, Ouais, parfois, tout à c'est fait. vraiment le super pouvoir justement des recruteurs. C'est que le poste en lui-même de recruteur, parfois, c'est beaucoup plus, vous avez plus de chances d'être, en tout cas, soutenu par un recruteur que par quelqu'un Mm. qui va être interne à l'entreprise, tout simplement parce que celle qui est en interne en entreprise, parfois, c'est même pas forcément son cœur de métier et Ouais. elle a plein d'autres choses à faire. D'ailleurs, ça me fait penser, pour rebondir à ce que tu disais, les recruteurs, comme n'importe qui, en fait, restent des humains. Donc, s'ils répondent pas aussi dans la seconde, oubliez pas quand même qu'on reste humain. Et donc, vous n'êtes pas la seule personne à envoyer. Pour donner une idée, en Suisse, en tout cas, il y a minimum 400 candidatures en moyenne par type de poste. Wow. Évidemment, ça dépend aussi du type de poste, hein, on est d'accord. Selon les métiers, des fois, il y en a moins, Mm. mais c'est juste aussi pour un petit peu prendre du recul. Euh, et puis se dire, OK, c'est normal si le recruteur ne répond pas dans la seconde, c'est pas parce que c'est moi qui ai un problème, etc. Sachez que, voilà, au contraire, relancer, c'est une occasion de relancer et Mm. de tirer votre épingle du jeu. Ouais. Voilà, je voulais juste rebondir, ça me fait un petit
éclair de génie là d'un coup. Et ah oui, et tu avais des astuces aussi à partager justement pour faire les entretiens avec plus de sérénité. Alors, quelles sont ces astuces? Alors, je vais essayer de faire très synthétique. Donc, Ok. les astuces, alors, première chose, un entretien, petite intro, mais l'entretien, c'est un exercice. D'accord? Les gens, les candidats, il faut arrêter de penser que on vous juge vous et votre personnalité. C'est pas du perso, c'est du pro. Euh, c'est pas vous qu'on remet en cause et les gens qui vous avez en face en entretien ne vous connaissent pas. Donc, parce que je sais qu'on peut le prendre très personnellement, ça blesse, etc. Il faut essayer de sortir de cette manière de penser et de se dire, OK, les gens qui sont en face de moi ne me connaissent pas, ils savent rien de moi. Tout ce qu'ils savent de moi, c'est ce que je leur ai dit et ce qu'il y a sur mon CV. C'est tout bête, hein, ce que je viens de dire. Mais quand on y pense vraiment, ça commence à prendre du sens parce que on peut dire ce qu'on veut à un recruteur. C'est difficile de changer sa manière d'être si on est ultra stressé, etc. C'est difficile. Moi, j'ai toujours été stressé en entretien et j'ai arrêté d'être stressé quand je suis devenu recruteur, en fait. Parce que du coup, forcément, c'était mon métier. Donc, j'ai vu l'envers du décor, etc. Mais quand j'étais candidat, j'étais ultra stressé, mais vraiment horrible. À en être quasiment malade avant un entretien. Mais c'est un exercice, en fait. C'est ce que j'ai appris, c'est un exercice. Ça veut pas dire que vous êtes bon ou pas bon, d'ailleurs, pour le poste, en fait. Vous pouvez être bon en entretien, mauvais sur le poste, et vice-versa. Ok, donc juste là, donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un exercice qu'on peut travailler, on peut s'améliorer. Ça veut dire aussi qu'il y a des règles, et que si on masterise un petit peu ces règles, on peut être vraiment meilleur et donner vraiment le meilleur de soi. Ceci étant dit, donc, mes conseils. Préparez une présentation de 1 minute, 2 minutes, grand maximum. Synthétique. C'est-à-dire, au lieu si on vous demande de vous présenter, ne racontez pas toute votre vie, parce qu'à un moment donné, on va vous arrêter. Attendez. Non. Genre, je m'appelle machin, j'ai eu mon bac en 2000, et puis. Le recruteur, en fait, il veut pas ça. Il veut un truc synthétique. Présentez-vous, par exemple, synthétisez. Dites que vous êtes, je sais pas, moi, je m'appelle Brice Trofardi. Ça, c'est même pas la peine de le dire, parce qu'en fait, il a votre CV, donc il le sait, mais bref. Et j'ai 3 piliers de compétences. J'ai été recruteur pendant 10 ans. Aujourd'hui, je suis copywriter, ghostwriter, créateur de contenu pour des entreprises dans le secteur RH et recrutement. Voilà. Il se trouve que j'ai été prof de français avant, que j'ai un très bon et j'ai exercé en Angleterre. J'ai travaillé en Angleterre, j'ai un très bon niveau d'anglais. Bon, voilà. Déjà, si j'ai dit ça, j'ai parlé 20 secondes, mais on a une idée assez précise de mon parcours. Après, on peut ajouter des valeurs, on peut rajouter des choses, mais voilà, préparez ça, soyez concis. Ensuite, préparez chaque expérience professionnelle, mais vraiment chaque expérience professionnelle, et appliquez la méthode STAR. Donc la méthode STAR, c'est situation, tâche, action, résultat. Donc situation de départ, le contexte, pourquoi j'ai été embauché, voilà, comprendre un petit peu le contexte. Par exemple, dans quel secteur d'activité, quelle était l'entreprise, si c'est pertinent, la taille de l'entreprise, si c'était pertinent, peu importe. Je dis n'importe quoi, mais j'étais commercial dans une entreprise, c'est intéressant, mais si vous dites j'étais le seul commercial en France dans une entreprise qui venait de s'implanter en France, et il y avait tout à construire, c'est pas du tout le même contexte en fait. Voilà, donc soyez spécifique. Donc situation, tâche, action, résultat. Je vais pas, oui. Et justement, parce que je donne aussi ce conseil et pour aider les personnes à se dire, OK, mais comment je fais pour trouver les exemples stars? En fait, c'est assez simple. Vous appuyez sur l'offre d'emploi, vous repérez les missions pour lesquelles on souhaiterait potentiellement vous embaucher. Ouais. Et à partir de là, pour chaque action que vous devez argumenter, vous reprenez votre CV, bim, et vous regardez chaque expérience et vous dites, OK, là, il faut que je prouve que j'ai expérimenté cette compétence. Et même si c'est pas des expériences a priori similaires, c'est là où justement la méthode STAR peut vous permettre de le mettre en avant grâce au descriptif de contexte avec la situation, les tâches avec les actions. Et après, le résultat est super important. Puis, comme le dit Brice, soyez aussi valoriser vraiment l'expérience parce que le but, c'est pas juste de dire j'ai fait ça en 2020 et du coup, on m'a demandé de faire ça, donc il s'est passé ça. Vraiment, profitez-en pour valoriser. Il faut en avoir peut-être une par expérience, moins, mais en tout cas plus qualitative et que vous disiez ah oui, ça c'est sûr, comme ça, avec la méthode STAR, je suis une star, quoi. Voilà. Ouais. Utilisez des chiffres ou des éléments chiffrés au maximum. En fait, ça permet simplement à la personne en face d'avoir une idée. Je dis n'importe quoi, mais vous étiez commercial, moi j'étais consultant, je devais appeler 50 clients par semaine. Mais quand j'étais à Londres,
je devais faire 100 appels par jour. Voilà, 100 appels par jour. C'est monstrueux. C'est absurde. Mais c'était ça. C'était mon KPI. Après, il y a un contexte qu'il faut donner. Pourquoi c'était 100, etc. Voilà. Mais ça donne des idées, en fait. Ensuite, ayez un exemple précis pour chaque compétence clé de l'annonce. C'est-à-dire que forcément, à un moment donné, on va vous dire, OK, est-ce que vous êtes compétent dans tel domaine? Oui, non. Si c'est oui, vous avez peut-être une expérience précédente, etc. Donc, préparez vraiment un exemple précis. OK, j'ai appliqué cette compétence dans tel contexte, etc. Vous pouvez reprendre la méthode STAR pour donner le contexte, etc. Mais ayez des exemples prévus, en fait. Parce que des fois, on n'y pense pas forcément. C'est-à-dire que le jour du recrutement, si vous ne l'avez pas préparé, en fait, vous n'allez peut-être pas y penser. Et après, vous allez vous dire, mince, j'ai pas pensé à ça, en fait. Et les regrets, bon, c'est un peu tard après. Utilisez, alors ça, c'est un tips, c'est un truc qui, à chaque fois, les gens font, ah, mais c'est génial, pourquoi j'ai jamais pensé avant? Attention, je vais monter le suspense. Mon gros conseil, ça va révolutionner votre vie. Utilisez votre CV comme une anti-sèche. Donc, vous arrivez à l'entretien, vous avez 2 CV. Vous avez un CV pour le recruteur, on ne sait jamais, il peut l'avoir oublié. Donc, imprimez un CV pour le recruteur. Et imprimez un CV pour vous-même. Sauf que le CV pour vous-même, c'est pas le même que pour le recruteur. C'est-à-dire que tous les éléments chiffrés, toutes les choses que vous n'allez pas forcément retenir parfaitement, en fait, indiquez-les et prenez la même mise en forme que votre CV. Parce que votre CV, s'il est à l'envers, en face de vous, le recruteur, il va avoir l'impression que c'est le même. Alors qu'en fait, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Si c'est exactement la même mise en page, il va pas le voir. Et ça, c'est magique parce que pour certains, c'est utile pour certains postes, moins pour d'autres. Mais si vous avez le type de poste où il faut beaucoup de chiffres, beaucoup de KPI, beaucoup de... Faites ça. Parce qu'en fait, vous avez plus à vous en rappeler, ou si jamais vous avez peur d'oublier, hop, un petit coup d'œil sur votre CV, et ça passe tout seul. Et vraiment, j'ai plusieurs candidats qui l'ont fait et qui m'ont dit, ah, mais franchement, merci, parce que voilà, on peut pas tout retenir, le stress, etc., etc. Donc faites ça, garantie, ça va changer votre vie. Et ensuite, dernier conseil, adoptez une attitude de consultant. Ne soyez pas, alors je vais opposer les deux attitudes qu'on a souvent. Vous avez l'attitude du chercheur d'emploi désespéré qui veut absolument convaincre qu'il est le meilleur pour le job. Et en fait, ce que ça fait, et on peut comprendre, hein, s'il a eu 50 entretiens et que ça marche jamais, à la fin, il est un peu dans cet état d'esprit. Mais ce que ça fait, en fait, c'est que on a l'impression que vous prendriez n'importe quel job. Et en fait, vous vous mettez pas dans la position de dire, OK, mais est-ce que moi, ça m'intéresse? Donc, en face, c'est pas très sexy, déjà. Et en plus, on peut vraiment se poser la question, est-ce que le job vous intéresse? Le recruteur, il compte aussi sur vous pour lui dire si à un moment donné, le job vous intéresse ou pas. Et c'est vraiment pas valorisant. Prenez l'attitude de consultant, ça veut dire quoi? Un consultant, quand il arrive dans un rendez-vous client, il va poser plein de questions pour être sûr qu'il est compétent. Parce qu'il n'a pas envie d'être en mission derrière et de pas être capable de le faire. Parce qu'après, du coup, vous dites quoi à votre client? En fait, finalement, je peux pas le faire. Désolé. Donc, vous posez beaucoup de questions juste pour dire à la fin, OK, c'est bon. Je peux faire ce travail-là et ça m'intéresse, etc. Donc, posez des questions. Imaginez vraiment que finalement, vous avez le job. Enfin, imaginez que vous avez le job. Et posez des questions pour vous dire, OK, maintenant que j'ai le job, est-ce que je peux vraiment le faire, quoi? Est-ce que je vais m'engager ou pas? Imaginez, je sais pas, imaginez quelqu'un qui vous dit, OK, je fais un déménagement demain. Est-ce que tu veux venir? On est 3 et il y a un piano à porter. Bah, moi, j'y vais pas, hein. Personnellement, je sais pas porter un piano à 3. Je suis pas déménageur. Vous voyez, donc, voilà, forcément, là, logiquement, vous diriez, OK, mais le piano, attends, il pèse combien? Parce que, vous voyez, vous allez forcément avoir des questions qui vous viennent naturellement pour préciser. Là, c'est la même chose. Imaginez que vous avez le job et vous dire, OK, maintenant j'ai le job. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez plein de questions à poser. Moi, je disais toujours à mes candidats, imaginez-vous le premier jour. Vous êtes le premier jour dans l'entreprise, vous démarrez. Qu'est-ce qui vous manque comme information pour faire le job? Et en fait, il y en a plein. Une offre d'emploi, il y a quasiment aucune information quand on y pense. Donc, plus vous allez avoir, et si vous mettez dans ce mindset-là, vous allez avoir des questions très spécifiques, en fait, pas générales. Et ça va être beaucoup plus intéressant. Vous allez vraiment parler métiers, parler boutique, que des trucs très généraux sur, je sais pas, est-ce que vous avez des tickets restaurants ou ce genre de trucs. C'est pas intéressant. Voilà pour mes conseils. Oui, puis ça, je rebondis sur ce que tu dis, parce que quand j'explique aux candidats qu'il faut personnaliser, ils me disent oui, mais ça fait vraiment lèche-cul, nanana, pour être très clair, hein, mais c'est vraiment ça qu'ils disent. Et au bout d'un moment, je suis désolée, mais il va falloir aussi se remettre en question, les loulous, parce que imaginez que vous-même, je sais pas, pour telle ou telle raison, vous devez recruter. Et en fait, vous devez miser sur quelqu'un quand même. Miser sur quelqu'un que vous allez devoir payer, etc. Et en fait, vous avez 400 candidatures au départ. D'accord? Donc, forcément, si on voit que sur votre CV que vous n'avez pas personnalisé, si on voit que même à l'entretien, ben,
vous intéressez pas à l'entreprise plus que ça, que vous êtes juste là parce que le chômage vous a demandé d'être là et que vous n'avez pas le choix, ce qui est possible en Mm. plus, pas forcément, bah, naturellement, la personne va retenir plus les personnes qui s'intéressent, enfin, l'entreprise va retenir la personne qui se dit, OK, lui, il a envie de rester avec nous. Parce que quand on engage quelqu'un, si une entreprise a confiance en vous, elle mise vraiment sur vous. Sachez quand même qu'il y a une période d'essai, c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes totalement libre à un moment donné de partir. Donc pour eux, ils misent Mm. sur quelqu'un et d'ailleurs ils se disent peut-être que je mise sur la personne pendant 2 ou 3 mois selon la période d'essai et ça coûte. Vous coûtez en termes de temps, vous coûtez en termes de formation. Et vous voyez qu'il y a, en ce moment, c'est une période où on parle beaucoup de la grande démission et compagnie. Bah, résultat aussi, même en tant qu'employeur, on a envie d'être bien sûr que la personne, elle va rester avec nous et qu'elle va pas partir au bout d'un moment. Donc évidemment, il y a plein de choses à changer en termes de justement de méthode de travail, de recrutement d'ailleurs aussi. Mais c'est aussi important de se dire que voilà, l'employeur prend un risque en vous en vous prenant. Donc prenez la peine, si vous tenez évidemment à l'emploi ou si vraiment vous avez envie d'y aller, prenez ce temps-là. Il faut envoyer moins de candidatures, mais des plus qualitatives. Parce qu'effectivement, je peux comprendre, si vous en envoyez 60, vous allez passer votre vie à faire des candidatures et c'est pas l'objectif. Au contraire, il faut garder l'esprit clair et être convaincu de ce que vous faites. Donc, faites les choses avec le cœur. Ça paraît bon pour être clair, mais faites les choses avec le cœur. Faites une candidature et si vous avez envie d'y aller, montrez-le, quoi. Montrez-le et l'entretien, c'est une super occasion pour ça. Et Mm. effectivement, c'est une recherche d'information aussi. Ça se trouve, pendant l'entretien, c'est l'occasion pour vous de comprendre que finalement, cette entreprise ou même ce métier, qui sait, c'est pas forcément ou ça n'est plus le métier qui convient pour vous. Mm. Donc, merci Brice. Je t'en Et prie. ça me permet de rebondir sur le côté évolution du recrutement, toi. Comment tu penses que les méthodes de recrutement, le recrutement en lui-même, pourraient évoluer là les prochaines années? Alors, j'ai plusieurs idées. J'ai plusieurs idées. Euh, pardon. Je pense que l'intelligence artificielle va continuer à modifier le recrutement. Alors, quand on dit intelligence artificielle, on pense à un robot qui nous parle. C'est pas forcément ça, hein, c'est un peu partout. En gros, c'est tout ce qui permet de comprendre des données comme un humain, en fait. Plus ou moins comme un humain. Et là où c'est très intéressant, c'est l'automatisation du sourcing et le tri des CV. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de machines qui vont être capables de comprendre si un CV est pertinent ou pas pour un job. C'est déjà le cas, hein. Il faut mettre les bons mots-clés, etc. Mais je pense qu'on va avoir ça de plus en plus parce que en matière de sourcing, avant, on était beaucoup CV tech, donc les gens mettent leur CV sur les job boards, ou ils sont sur LinkedIn, et les recruteurs vont voir ces CV, ils vont chercher ces CV. Je pense qu'on va évoluer vers un recrutement, alors ça existe déjà, ça s'appelle le recrutement programmatique. En gros, c'est on met des annonces sur les réseaux sociaux, on adapte, c'est vraiment une vraie campagne marketing. C'est comme si on mettait de la pub en ligne, en fait. Et je pense que ça va exploser, parce qu'on maintenant, on a tous un téléphone dans notre main, on est tous sur les réseaux sociaux, et on va avoir de plus en plus de campagnes comme ça. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça fait déjà? C'est qu'on a de plus en plus de personnes qui sont joignables, donc de plus en plus de candidats dans le pipe, et donc de plus en plus de CV à trier. Et à un moment donné, il faut les trier, quoi, ces CV. Donc, je pense qu'on va avoir ce problème-là. Là, je parlais de l'automatisation pour les recruteurs. Imaginons un recruteur est spécialisé sur les profils commerciaux, il met une automatisation sur LinkedIn, il contacte tous les commerciaux de France. Potentiellement, à la fin, il a des milliers et des milliers de commerciaux dans son vivier, en fait. Et avec une petite automatisation, il peut assez facilement leur envoyer tous un message et leur dire est-ce que vous êtes intéressés? Potentiellement, il peut y avoir des centaines de personnes qui disent OK, ça m'intéresse. Là où ça devient aussi, où ça va s'amplifier, c'est le remote. On va avoir de plus en plus de télétravail, de plus en plus de gens qui vont travailler n'importe où. Et donc forcément, potentiellement, encore une fois, de plus en plus de candidats. Avant on cherchait quelqu'un qui travaille juste à côté de l'entreprise. Là, on va chercher quelqu'un qui travaille potentiellement n'importe où. Donc ça ouvre d'autant plus. Donc je pense qu'on va avoir moins de problèmes de sourcing, mais plus de problèmes de tri et de qualification de candidats. Et donc on va avoir des process semi-automatisés ou semi-automatisés par l'intelligence artificielle, etc., etc. On va avoir, je pense, de plus en plus de chatbots. Et des chatbots, c'est ces petites fenêtres qu'on a sur les sites quelquefois pour appeler, pour demander de l'aide ou ce genre de choses.
Moi, j'ai eu un call avec une boîte qui s'appelle KMB Labs, qui a fait un chatbot pour Deloitte. Et en gros, ça sert simplement à pouvoir poser une question naturelle et le site comprend en fait. Donc, on peut très bien dire, au lieu de dire je cherche un poste ou juste écrire d'ailleurs commercial Paris, par exemple, on peut très bien dire je viens d'obtenir un tel diplôme à Paris. Et en fait, il va comprendre que du coup, on cherche tel type de poste. Tu vois, c'est vraiment, il y a du machine learning derrière, on comprend, etc. Donc, je pense qu'on va avoir de plus en plus ça. On a de plus en plus d'entreprises qui ont des phases de préqualification qui sont semi-automatisées, où tu dois remplir tu dois répondre à des questions quand tu envoies ton CV. Je pense qu'on aura de plus en plus ça. Alors que avant, c'était plus, on a eu la période CV plus lettre de motivation. Ensuite, on a eu la période CV, où vraiment, on fait plus de lettre de motivation. Je pense qu'à un moment donné, on va avoir cette période, on va devoir vraiment répondre sur Typeform ou ce genre de choses à des questions. Et autre chose, sur la partie remote, ça va se développer, je pense, de plus en plus avec des salons virtuels. Donc, on avait avant beaucoup de salons de l'emploi. Là, tu as une autre entreprise qui a fait un virage qui s'appelle Refty, donc R-E-F-T-Y. Et j'avais un appel avec une personne qui travaillait là-bas la semaine dernière. Et en gros, eux, ils sont en train de créer c'est très intéressant, je pense, pour l'avenir du recrutement. Ils sont en train de créer un média, c'est-à-dire qu'ils publient sur TikTok, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, pour capter un maximum de candidats par le contenu. Et ensuite, ils organisent des salons virtuels de recrutement. Et c'est, je pense, donc là, ça croise plusieurs évolutions du marché du travail. Le remote, parce que du coup, les gens peuvent venir sur les salons de n'importe où en France. Le contenu, je pense qu'on va avoir de plus en plus de contenu, d'inbound, on appelle ça de l'inbound recruiting. Donc, en gros, on crée du contenu, on attire les candidats par le contenu. Et en fait, finalement, on a ce vivier, cette communauté. Plus qu'un vivier, maintenant, on a une communauté. Donc, eux, c'est ce qu'ils visent. Ils visent ça. Et je pense que c'est pareil, ça va être le futur. On va être moins sur j'ai un job board figé finalement, mais plus sur un flux de candidatures continu. Tu vois, eux, ils mettent pas des annonces en ligne, tu vois. Ils créent du contenu, et ils ont tout le temps des gens qui interagissent. Et sur toutes ces personnes-là, ces gens-là sont intéressés. Et les salons virtuels, c'est des vrais salons, des mini-conférences, où par exemple, ils invitent des gens sur une thématique précise. Par exemple, je sais pas, les ingénieurs IT, ingénieurs informatiques, ils vont faire des conférences de 30 minutes. Ils vont faire 3 ou 4 dans l'après-midi sur l'évolution de l'informatique, etc. Donc les gens viennent pour ça, et en plus ils ont accès aux recruteurs. Et là, c'est ce qu'on appelle. Alors, je parle pas de métaverse exprès parce que pour moi le métaverse c'est un mot fourre-tout, mais c'est la même logique. C'est qu'en gros, d'ailleurs ils mettent pas métaverse sur leur site, mais c'est un peu la même chose. En gros, c'est tout bête. C'est des gens sont comme dans un jeu vidéo en fait. Vous êtes connecté à un navigateur web, vous avez votre petit personnage qui est visible sur une petite carte comme un jeu vidéo. Et vous pouvez aller voir un recruteur en faisant avancer votre petit personnage et vous avez accès direct au recruteur. Et en fait, ça marche parce que c'est remote et qu'en plus, ça marche de n'importe où et on casse les barrières, en fait. On casse les barrières pour postuler, etc. Donc, je pense que ça va se développer beaucoup. Bon, voilà, c'est un peu brouillon comme explication, mais ouais, je pense que c'est ça. C'est le remote, le contenu et l'intelligence artificielle. Par rapport à l'intelligence artificielle, tu sais, sur les mots-clés, j'avais une question. Je me demande qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, notamment sur les CV. Est-ce que les CV qui sont faits sur Word puis qui sont exportés en PDF sont plus lus que les CV type sur Canva ou pas? Alors, il y a deux choses. Enfin, il y a une chose précise sur ce genre de problématique. En informatique, le document va être scanné en fait par le logiciel, par l'ATS ou par le job board. Il va être scanné. Il y a différentes technologies en fait de scan. Donc en fait, ça dépend de toute façon. Il peut pas y avoir de règle générale. Ça dépend de la technologie qu'il y a derrière. On a, si c'est écrit, en fait, le scan est simple parce que c'est pas une image, c'est du texte. On reconnaît le texte. Mais je pense que ça va plus être le cas. Donc en gros, avant, pour faire simple, si on avait un CV Word avec du texte écrit et qu'on le passait en PDF de la bonne manière, et en gros, avec la souris, on pouvait toujours sélectionner le texte, on savait que le job board allait scanner le texte, parce qu'il est là, c'est du vrai texte, quoi. Par contre, si on faisait une extraction en mode image, en fait, ça marchait pas, parce que le robot n'arrivait pas à extraire le texte. Après, il y a une autre technologie qui s'appelle OCR, et en gros, c'est la reconnaissance de caractère, et ça, même sur une image, ça fonctionne. Cette technologie-là était pas du tout aboutie pendant très longtemps, c'est-à-dire que vraiment, l'OCR, ça marchait pas. Et du coup, si on mettait ça, je pense qu'il n'avait même pas mis sur les job boards parce que c'était trop long, trop difficile, etc. Par contre,
Alors, je sais pas si cette technologie-là elle est très répandue, mais récemment, sur les iPhones, pour tous les gens qui ont des iPhones et produits Apple, ils ont dû remarquer un truc, c'est que même quand on prend une vidéo ou qu'on prend une photo avec son iPhone, l'iPhone, tout de suite, hein, immédiatement, est capable de sélectionner le texte. Il le reconnaît direct. C'est assez dingue. Donc, la technologie est là, elle existe. On n'a plus besoin de faire des CV avec du vrai texte pour qu'il soit sélectionné. Est-ce que cette technologie, elle est partout? Je ne sais pas, mais logiquement, si Apple l'a, je pense que d'autres l'ont. Donc, ça sera plutôt le problème. Voilà pour répondre à ta question. Merci, merci. C'est fou comme ça évolue à une vitesse, c'est Ouais, incroyable, quoi. ouais, c'est clair. Non, et ça va évoluer de plus en plus, mais c'est pour ça que quand tu parles d'avenir dans le recrutement, faut voir vraiment des tendances en fait. Faut essayer de voir ce qui existe aujourd'hui et qu'est-ce qui va correspondre le mieux à nos usages futurs. Et c'est pour ça que moi, tout ce qui est métaverse, etc., le métaverse en tant que tel, j'y crois pas trop. Par contre, le fait d'avoir accès virtuellement à, en gros, à la virtualisation finalement de ce qui existait déjà avant, j'y crois. Par exemple, les salons de l'emploi, tu les mets sur Internet et du coup, les gens peuvent y avoir accès d'une manière ou d'une autre, soit par le biais d'une espèce de jeu vidéo, peu importe. Ça, en fait, oui. Et tu te dis pourquoi ça n'existait pas avant, au final. Parce que c'est vrai qu'un salon de l'emploi, c'est bien, mais faut y aller, quoi, tu vois. Et quand tu vois que tous les jobs en remote sont en train d'exploser, grâce notamment au Covid, hein, bah forcément, les deux vont ensemble. Donc tu te dis, c'est sûr, à un moment donné, ça va se rencontrer, ça va se bonifier, l'un l'autre vont se bonifier. Donc je pense forcément, ça c'est sûr que c'est le futur. Après, tout ce qui est intelligence artificielle, on en parle beaucoup, c'est très galvaudé. Je donnerais juste un fait, on va dire, c'est que Google, là, on est en 2022, on est en septembre 2022, parce que je sais pas quand les gens vont regarder cette vidéo. On parle que peut-être il va y avoir une grosse crise, etc., dans les 6 mois à 1 an. C'est ce qui se dit depuis quelques mois, etc. Voilà. Et il y a des incubateurs de startups qui sont en train de dire l'année prochaine, faites attention. Enfin, en gros, si vous voulez investir, c'est maintenant parce qu'après, il faudra arrêter d'investir. Il y a plein de micro-signes comme ça sur le marché qui disent que potentiellement, ça va pas être très sympa dans les 6 à 12 mois prochains. Et Google, du coup, a décidé de suspendre tous les financements de tous ces micro-projets. Pour les gens qui savent pas, mais chez Google, il y a plein de petits projets, des side projects finalement. Genre Google Maps, au départ, c'est un side project. Et puis, ils se sont dit, mais c'est pas bête ce truc-là. Du coup, ils en ont créé un vrai produit. Donc, ils ont plein de trucs comme ça. Ils ont décidé de tout suspendre pour tout miser sur une seule chose. Et cette seule chose-là, c'est l'intelligence artificielle. Donc, si les gens cherchent un signe, je pense que oui. donc Google est en train de remettre tous ses fonds que sur l'IA et c'est vraiment, j'avais vu des interventions de leur CEO, c'est vraiment là-dessus qu'ils comptent mettre le paquet en fait, c'est sur l'intelligence artificielle. Donc on verra ce que ça donne, mais on a déjà tellement de produits Google qui sont très innovants que je pense que dans les 5 prochaines années, c'est pareil, ça va exploser. Ça va encore évoluer. Ok, alors pour résumer, en gros, quels sont les conseils vraiment dans les grandes lignes que tu donnerais aux personnes qui sont en recherche d'emploi ou en reconversion, en tout cas qui vont être à un moment donné, qui vont avoir besoin de rechercher un emploi? Quels sont les top conseils pour résumer? Alors les top conseils, accéder au marché caché. Donc, ne vous contentez pas de postuler aux annonces en ligne. Voilà, déjà. Donc, identifier tous les conseils que j'ai donnés avant pour identifier les entreprises de son secteur, etc. Accéder au marché caché, soyez proactif, n'hésitez pas à démarcher les gens. Et en état d'esprit, dites-vous que vous leur rendez service. Souvent, on a peur de déranger. C'est pas vrai. Si vous avez bien ciblé, si ça a du sens, vous leur rendez service. Donc, accéder au marché caché. N'hésitez pas à être proactif, faites comme un commercial, faites une liste vraiment de toutes les entreprises que vous voulez démarcher, faites ça. Ensuite, préparez vraiment votre CV avec les conseils que j'ai donnés et vos entretiens. Ne vous dites pas que sur un malentendu, ça va passer. Préparez vraiment. Simplement parce qu'après un entretien, vous êtes beaucoup plus détendu. Et faites des candidatures spontanées personnalisées. C'est-à-dire que c'est mieux de faire 50 candidatures vraiment personnalisées qui ont du sens que d'envoyer votre candidature sur des annonces en ligne où vous êtes en concurrence avec tout le monde et de faire 300. Voilà. Et alors, le dernier tip que j'ai à donner, parce que on le voit beaucoup sur LinkedIn, et je pense qu'il est galvaudé, mais il a du sens quand même. Et je pense qu'il n'y a pas assez de candidats qui le font. C'est essayer de devenir une autorité sur votre domaine de compétences. Alors, de manière très synthétique et très rapide, en gros, imaginons que vous êtes ingénieur en électronique. Clairement, vous dites, OK, qu'est-ce que j'ai à dire sur LinkedIn? En fait, si vous êtes le seul en France à produire du contenu sur
l'ingénierie dans l'électronique, en fait, vous allez devenir une autorité parce que simplement, vous êtes le seul. Vous n'allez pas avoir de concurrence. Donc, pour faire ça, c'est pas trop compliqué. Expliquez simplement ce que vous faites, donnez des conseils, vulgarisez, si c'est très technique, vulgarisez ce que vous faites, expliquez ce que vous faites dans votre métier, faites des contenus comme ça, et si vous ajoutez des gens dans votre réseau aussi, en fait, petit à petit, vous allez avoir des gens qui vont vous suivre pour votre contenu. Et si vous ajoutez toutes les entreprises de votre secteur qui peuvent être potentiellement intéressées par ce que vous faites, en fait, c'est mettre du contenu en ligne, et ils vont le voir déjà dans leur fil, et en fait, ça vous évite de passer un coup de fil toutes les semaines, en fait. Chaque post LinkedIn que vous allez mettre, c'est comme si vous appuyez la boîte en disant bonjour, je suis là, j'existe. Donc, c'est pas forcément facile, mais il y a plein de conseils en ligne pour le faire. Et n'ayez pas peur de le faire. Vraiment, n'ayez pas peur. C'est vraiment le conseil que je peux donner qui est un peu atypique parce que souvent on dit ouais, mais c'est les créateurs de contenu qui disent ça, etc., etc. Oui, mais c'est simplement parce qu'eux, ils ont osé le faire. Mais il y a plein de gens qui le font. Donc ne surtout pas hésiter à faire ça. Parce que personne ne le fait. Donc c'est très simple de ressortir, en fait. Vous allez être surpris. Voilà. Effectivement, ça revient au même que les candidatures spontanées quelque part. Vu qu'il y a tellement de personnes pour les candidatures, le marché caché, je crois, en Suisse, peut-être en France, c'est pareil, c'est 80% du potentiel d'offres. Et il n'y a que 20% En gros, 20%, c'est toutes les offres que vous voyez qui sont publiées. Et ben, en fait, sur LinkedIn, je crois que les créateurs de contenu, ça représente... C'est quoi déjà le pourcentage? C'est vraiment tout petit, hein. On dit souvent que c'est 1%, en fait, mais c'est même pas, voilà. pour moi, c'est même pas 1%. Je pense que c'est moins. En France, je sais plus le nombre de profils qu'on a en France. Je me demande si c'est pas 20 millions de profils, dont 10 millions actifs tous les mois. Je crois que c'est ça les chiffres de LinkedIn français. Et on voit toujours les mêmes têtes, en fait. Quand tu regardes bien, on voit toujours les mêmes têtes. C'est pas fou, quoi. Donc, ouais, faites du contenu sur votre niche et n'hésitez pas à envoyer des messages à des gens comme moi ou des gens d'autres personnes pour dire bah voilà, j'aimerais bien me lancer sur LinkedIn, je sais pas comment faire. Bah, alors, évidemment, s'il y a 50 personnes qui me contactent, j'aurai pas le temps de répondre à tout le monde, mais s'il y a une ou deux personnes qui répondent, j'aurai toujours 2 minutes pour répondre, pour dire aux gens bah faites comme ci, faites comme ça. Après, sur NeoStaff, je crois que j'avais fait un article pour les recruteurs pour leur expliquer comment créer du contenu sur LinkedIn, et c'est applicable en fait à tout le monde. Et il faut pas trop chercher midi à 14h en fait. Il faut vraiment se dire, ok, qu'est-ce que je pourrais dire en ligne qui pourrait intéresser les gens qui veulent m'embaucher, qui pourrait leur montrer que je sais bien bosser, etc., etc. Ça peut être les leçons d'expérience vécue. J'ai un ami à qui chef de projet. Il me dit, mais moi je suis chef de projet, qu'est-ce que tu veux que je raconte? Je dis, mais en fait, fais le bilan de tout ce que tu as appris dans ton métier ces 6 dernières années. C'est quoi tes expériences vécues? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as des anecdotes, etc., etc. Et écris là-dessus, en fait, tout simplement. Et ça va intéresser des gens. Il faut vraiment, il y a un dernier tips, mais la méthodologie, une méthodologie en tout cas, c'est de se dire, en copywriting, on appelle la structure PAS, P-A-S, problème, agitation, solution. Identifiez un problème que vous résolvez déjà dans votre fonction, dans ce que vous faites aujourd'hui. Quels sont les problèmes que vous résolvez pour votre employeur? Faites cette liste. Et ensuite, pourquoi vous devez les résoudre pour votre client ou pour votre employeur. C'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'angle. Et après, quand vous avez identifié ce problème-là, vous faites une structure tout simple. Vous présentez le problème. Ensuite, vous expliquez pourquoi c'est un problème, quelles sont les conséquences de ce problème, pourquoi c'est important de le résoudre. Et à la fin, vous mettez la solution que vous avez mis en place. Et vous pouvez aussi faire un post sur la méthode STAR. Quelle était la situation? C'est la même chose. Faites des posts comme ça. Et en fait, ça va marcher parce que vous allez démontrer vos compétences en ligne. Et j'ai juste un dernier truc, mais j'ai vu sur LinkedIn une fois un post où c'est des gens qui mettaient une photo donc c'était secteur industriel, hein, photo en gros c'est une photo qui montrait que quelqu'un n'avait pas suivi les règles de sécurité en fait sur un site industriel, donc il n'avait pas mis ses EPI, etc. En fait, il mettait une photo. Et après, en dessous, ou alors c'est même des photos, des vidéos drôles, où on voit quelque chose, quelqu'un qui tombe d'une échelle, etc. Et en fait, lui, il était responsable sécurité. Et en fait, donc c'est des vidéos drôles qui circulent sur TikTok, sur YouTube, où tout le monde fait ah qu'est-ce que c'est drôle, il est tombé, etc. Sauf que lui, en fait, il faisait une analyse sécurité. Et c'est super intéressant parce que du coup, il démontre ses compétences et en plus, il est sur du contenu viral. Et c'est pareil, si on l'avait dit, mais toi, tu vas partager quoi? Tu fais de la sécurité sur un site industriel, c'est ennuyeux. En fait, il avait trouvé ce moyen-là, et il avait beaucoup de likes, parce que forcément, les gens voient la vidéo, ils rigolent. Et lui, il expliquait, en fait, concrètement, pourquoi il y avait eu ça comme problème, etc. Et même moi, j'étais en mode, ah, c'est intéressant, en fait. Et c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Il y a plein de choses qui sont possibles.
Et je pense que cette personne-là, elle n'a pas de problème pour trouver du travail parce que il y a tellement de gens qui voient ses posts que du coup, en anglais, on dit top of mind. En gros, être toujours la personne à laquelle on pense. Si vous êtes tout le temps sur LinkedIn et que dans votre réseau, vous avez toutes les entreprises de votre secteur géographique qui sont dans votre réseau, petit à petit, elles vont voir vos posts. Et si un jour elles ont un besoin, en fait, c'est elles qui vont vous contacter. C'est sûr. Donc, il faut être top of mind, quoi. Voilà. Ok. Et puis, du coup, ça permet aussi de mettre en lumière quelque chose important pour moi, c'est de te suivre, du coup. Parce que j'ai eu la chance de te repérer, en fait, sur LinkedIn, tout simplement grâce aux conseils et aussi à ton vécu, donc notamment tes reconversions professionnelles. Donc, j'encourage les personnes à aller te trouver sur LinkedIn et à s'abonner. Si c'est pas, du coup, te contacter, mais vraiment à suivre et à lire, parce qu'en fait, toi, comme beaucoup d'autres créateurs, partage énormément de conseils concrets. Donc, l'idée, c'est de lire et puis, par contre, d'appliquer aussi les conseils qui sont partagés. Voilà, c'est tout bête, mais c'est important. Et puis, du coup, pour toi, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Quels sont tes projets? Voilà, c'est important pour moi aussi de mettre en lumière. Surtout. Super. Bah écoute, j'ai deux. Donc, je suis toujours aujourd'hui en création de contenu pour mes clients. Donc ça, c'est mon activité, on va dire, qui me prend du temps aujourd'hui. Donc, article de blog optimisé SEO, livre blanc et rédaction de posts LinkedIn. Mais les deux projets que je lance là pour faire évoluer mon activité dans le futur, donc c'est une newsletter sur l'innovation dans le recrutement. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent aller sur mon profil LinkedIn, ça va être le plus simple. Et en fait, ils ont, dans mes expériences pro, ils auront Cassandre. Donc, je l'ai appelé Cassandre. Et après, voilà, ils peuvent retrouver. Il y a un site internet où ils peuvent s'inscrire. Il n'y a pas encore eu de la première édition. Je sais ce que je vais faire déjà. Et en gros, comme toi, tu sais aussi un peu pour le podcast, c'est ça. Des fois, on a une idée de contenu. Et après, ça peut évoluer. Donc, je vais voir comment ça va évoluer. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense que je ferai un focus sur une entreprise innovante dans le recrutement pour présenter sa solution, quel problème elle adresse, et entre guillemets, moi, ce que j'en pense au final par rapport au marché. Donc là, j'ai parlé de deux entreprises, c'était Refty et KMB Labs. Je pense que je parlerai de ces deux-là pour les deux premières éditions, et ce sera, pour l'instant, c'est un mensuel parce que je veux un truc qui soit assez quali, et je veux pas être dans le rush pour le faire, quoi. Donc voilà, ça peut vraiment intéresser toutes les gens qui s'intéressent au recrutement et au futur du recrutement. Et ensuite, en deuxième, c'est un blog qui s'appelle copywriter-rh.com. Et dessus, je vais vraiment adresser du contenu aux RH et recruteurs en entreprise, plutôt souvent en PME, on va dire, pour leur donner plein d'informations, d'astuces et de conseils sur l'inbound recruiting. Donc, en gros, toutes les stratégies marketing RH pour pouvoir recruter, attirer des candidats, etc. Et c'est quelque chose qui est très développé sur le secteur, dans les pays anglo-saxons, qui l'est moins en France, même si ça commence, et sur LinkedIn, on le voit beaucoup. Mais j'ai remarqué que souvent, en fait, les startups sont vachement, au courant de ça. Elles l'appliquent beaucoup, le talent acquisition, etc. Tout ça, en fait, ça marche beaucoup en startup. Mais toutes les PME industrielles qui sont les plus nombreuses en France, au final, connaissent beaucoup moins toutes ces stratégies-là. Et moi, je fais un peu le pont entre les deux. Mes clients aujourd'hui sont plutôt dans la sphère startup. Et mon expérience pro est finalement beaucoup plus en contact avec les PME industrielles en région, etc. Donc l'idée de ce blog-là, c'est d'adresser ça. Et mon projet à plus long terme, c'est en créant cette newsletter et ce blog, c'est de me faire identifier vraiment comme expert sur ces thématiques-là. Et j'espère à terme, un jour, on verra, lancer peut-être une boîte de communication RH pour accompagner les entreprises dans la création de leur marque employeur et toutes ces thématiques, on va dire, de marketing RH. Voilà. Ok, dis donc, ça fait du boulot tout ça. Oui, ça va faire beaucoup de boulot. Super. Écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup. Tout ce que tu as dit, le blog, le lien vers la newsletter, etc. Et le lien vers ton profil LinkedIn seront dans le descriptif du podcast, mais aussi dans l'article de blog qui sera consacré à ton épisode. Je fais plusieurs formats en fait pour les personnes qui n'auront pas forcément envie d'écouter, mais qui ont envie de lire. Donc voilà. Et puis écoute, Brice, un grand merci. On m'a fait un petit peu plus long que d'habitude, mais par contre, tu parles beaucoup, mais tu apportes beaucoup de conseils. Donc merci beaucoup. Merci à toi, c'était super. Donc merci beaucoup. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Vous pourrez trouver tous les liens dont on a parlé avec Brice dans le descriptif de l'épisode. Évidemment, je vous encourage à vous abonner au profil de Brice pour suivre ses conseils quotidiens. Et en plus, pour pouvoir appliquer justement les conseils dont on a parlé pendant cet épisode, je vous crée un tableau de recherche d'emploi que vous retrouverez sur l'article de blog sur mon site internet pour pouvoir le télécharger et trouver un emploi avec efficacité et j'espère qu'il vous fait vibrer. Mettez des étoiles sur Apple Podcast si vous aimez le podcast et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour pouvoir recevoir le prochain épisode. À très vite!